Hello, everybody. My name is Gilles de Bizet. Welcome to this second sessions and third webinar of the Energy Communities for Self-Consumption Cycle Framework, Practice, and Tools series. How do production, supply, sharing, energy communities emerge and develop? After the regulation sessions held yesterday, Monday, we will focus on cooperative organizations and on the genesis of community energy project. 2 communications are in English and 2 are in French. Bienvenue dans cette seconde session et troisième webinaire du cycle communauté énergétique, autoproduction, autoconsommation, cadrage, pratique et outils. Comment émergent et se développent les communautés qui produisent, fournissent et partagent de l'énergie? Tel est le sujet de cette session. Donc après la session régulation qui s'est tenue hier après-midi, nous allons zoomer sur des organisations coopératives et sur la genèse de projets énergétiques communautaires. Il s'agit de comprendre les motivations, les modalités, les dynamiques collectives et les facteurs exogènes qui permettent à un ensemble d'acteurs de s'engager collectivement dans un projet énergétique. La communication de Thierry Maître explore une organisation française qui remplit le rôle de fournisseur d'électricité et qui est spécialisée dans l'énergie renouvelable et a adopté dès le début un statut de coopérative, c'est du réseau Enercoop. Les trois autres communications résultent principalement de l'analyse de projets énergétiques communautaires, des projets de production pour la communication de Armelle Gomez et de Benjamin Thiel, et des projets de partage d'énergie, c'est-à-dire des projets qui soient à la fois de production et de fourniture pour les deux autres communications. Et à partir de cas situés en Europe et en Corée du Sud, Gabriela Dozzi et Anna Kim délivrent des enseignements génériques qui transcendent la spécificité des terrains. So, Thierry Maître's paper explores a French organization that fulfills the role of an electricity supplier that specializes in renewable energy and has adopted a cooperative status. And the 3 other speakers result from the analysis of community energy project, productions for Armelle Gomez and Benjamin Thiel's communications, energy sharing, i.e. both production and supply for the 2 other communications. Based on cases located in Europe and South Korea, Gabriela Dozzi and Anna Kim deliver generic lessons that transcends the specificity of their field. So let us listen to Gabriela Dozzi. Gabriela, do you listen me? I think Gabriela is a research fellow at the Department of Sustainable Development, Environmental Science and Engineering at the Royal Institute of Technology of Stockholm. Yes. So, Gabriela, you can begin your speaking. Yes, thank you very much. I'm Gabriela Dozzi from KTH Stockholm, and I am going to present you my research on renewable energy communities, which was still part of my PhD research. And in my PhD, I studied renewable energy communities, such residential communities who decided to invest in renewable energy and produce electricity or heating for their own purposes. It is very important to mention that there are a lot of types of renewable energy communities exist, and still the transposition of the directive, Renewables Directive, is going on in many member states, which means that it's going to be defined what is a renewable energy community member states by member states, but there are
European directions given in the directive in this regard. In my research, I studied exclusively such communities which are formed by people who live at the same residence and who actively participated in the setup of the energy community. I studied them at 4 different levels. At the individual level, I was interested what are the motivations to set up such an energy community or participate in a project, not do it individually. Second, at the group level, and this is basically the main focus of this presentation, I studied how such communities are organized. At the institutional level, I also studied what are the policies which can support to the better these communities and what policies prevent them to prevail. And finally, at the system level, I was interested that what is their transition potential in general, what is the transition potential of renewable energy communities. I studied 4 different communities in 2 different countries, and my method was to select the communities was the diverse case method. So basically, I wanted to select a different type of communities in terms of their location, which country they are located. Is it located in a city, as a small neighborhood of a city, or in a village in the countryside? Then I also selected communities which were different in terms of the technology they used. So there were communities who used solar PVs, others used windmills or biogas power plants. And I also selected communities which were different in terms of the education level and consciousness about environmental issues. My first case was Yünde. It's an agricultural village in Germany with around 700 residents. And in this village was basically a pilot project of the University Göttingen, who wanted to set up the first bio-based energy village in Germany. And they basically set up a biogas power plant, which provides all the heating and electricity which the village needs. The second case was Freyand, which was a bit bigger village near to Freiburg, also in Germany, with more than 4,000 residents. They had a large portfolio of different type of renewable energy technologies. They set up 5 windmills. This was the main part of the project, but they have also solar PVs and small hydropower plants. The third case was a small neighborhood in Amsterdam, in the Netherlands. It's a houseboat neighborhood, including 80 houseboats. And in this case, this was the simplest project in terms of the technology, because they just purchased solar PVs, which they installed separately. And finally, another city neighborhood in the Netherlands. It's called Evelandsmeer. It's a small district of Culemborg, which is a town near to Utrecht. And here the residents took over the drinking water technology of the local water company. And basically, by cooling down drinking water, they could use the heat for heating their homes, and they took over this project. So basically, my main question was that how do renewable energy communities form and organize themselves to develop a successful renewable project? And therefore, I used 3 different theories. First of all, the grassroots theory, which deals with
grassroots communities who organize themselves for a common goal, and they are very much value-driven, and they focus internally, and they want to meet their own social needs. There are several articles dealing with renewable energy communities within this theme of literature, but none of them really answers this question, that how such communities organize themselves and deliver the project. The teamwork, oh, I see some certain things appearing on my screen. Is it okay? I don't know. Okay, I continue. So the teamwork theory, basically, it also deals with group formation and organization, but it usually studies newly forming teams and how they organize themselves. But they can this theory cannot really tell too much about how an already existing strong community can form a separate team internally, but taking over the already existing values and rules, how they work together, and then develop a project. And finally, the collective action theory I found also useful, which basically deals with how groups can do collective action together. And basically, according to the theory, that if everybody is following their own rationale, then nobody will participate in the collective action, which will benefit all the members equally, regardless how much they put in or participated in the project, because then it makes everybody free ride. And how can still this problem resolved in such communities where not all the members of the renewable energy community participate equally in the making, but still benefit equally from the benefits? My methodology was a comparative case study analysis where I compared all my findings in all the cases. So basically, my results. Yes, let me skip this one just to spare some time. So basically, what I found that about group formation, that how these communities form themselves, it is very important to mention at the beginning that all 4 communities were very strong communities where the members knew each other very well and the trust among the members were very high. In every case, what I found that the initiators were very respected members of the community, and they knew a lot of people. The initiators usually saw a window of opportunity and something, an accidental case when this opportunity popped out for the village to do such an energy project. That in Yunde, for example, the University Göttingen approached the village that would they want to become the first bioenergy village in Germany. In Freyarn, some investors approached the village and asked them if they want to sell their lands to for the energy company to set up windmills. But they didn't want to sell the land, but they wanted to investigate if they could do this project on themselves. In Amsterdam Zuid, there was an opportunity from a wind PV company that if many people purchase PVs at the same time, they got a big discount on that. And finally, in Eva-Lengsmeer, the drinking water company wanted to sell this technology anyway, but first they offered it to the village. So every time there was an external opportunity popping up, but a small group of initiators, a small group of people saw the possibility or in this opportunity, and they approached all the members and tried to involve them and ask them if they want to participate in this. And they do it in different type of forums, involve them through newsletters or local assemblies. And when they got the agreement of the local villagers, then they decided to work on this project.
And the task distribution and collective action part of my research also basically summarizes this, that at the initial phase, they always did an investigation if it worth it to do such an investment. Then they informed the community members and got their approval. Then they distributed themselves into small working groups and worked on different aspects of this project on a voluntary basis. Or in the biggest case in Freyant, which was the most complex project and also involved the most citizens, they hired a manager, so basically a company who could deliver this project for themselves. And in all cases, except for Amsterdam Zuid, which was the simplest case with the solar PVs, every community had to set up a company, a legal entity, which was basically purchasing the technology on behalf of the community and who could operate the technologies as well. They needed also to get all the permits and funds which they need this company for. And finally, there was the construction phase. I was also interested that how the decision-making took place, that did they use participatory or non-participatory decision-making processes. And actually what I found that they used a combination of the two. And for big decisions, they involved all the citizens. For smallers, they didn't. The communication was a very key part because transparency and the constant flow of information was very important to keep the enthusiasm of the people and also to basically solve those problematic issues within the community where they, where some people were skeptical of the feasibility of the project, others were fearful, and with the constant flow of information, they could basically cope with this internal resistance or fears. And yes, I need to hurry up. So this is basically what I just mentioned about the problem solving, that this was their method of coping with problems. And there was another problem within the small working groups where people worked on a voluntary basis. If they didn't do their job well or they wanted to quit, they couldn't get punished, certainly, for that. So basically, people were accepting such decisions and they took over their task. And this was the way how they cope with problems of the collective action. So basically, just accepting it. And finally, this is my last slide about my contribution to the theories. So the first one was the grassroots theory, how they formed and organized the project. This is what this presentation was about. The collective action, regarding the collective action theory, my question was, how do they cope with the free riding? And the main answer that they don't cope with it, they accept it. They accept that that there is just a small group of altruists who are willing to do this project without any additional reward. And if it's necessary, they hire a manager which does this job for them. And finally, the teamwork theory, which my question was that how do they solve the struggle of goal setting, task distribution, and regulate interactions? And basically, what they did is they took a step-by-step approach, and usually all these parts were regulated by the core group of initiators who set the goal, who involved the people, and who made sure that the interpersonal communication is good enough and they could make decisions equally. Thank you for your attention. Thank you, Gabriela, for this very well illustrated and clear presentations on the process of energy community projects. You can already, everybody can already ask some questions to Gabriela.
during the three other presentation. So now we will listen Rémi Maître. Rémi Maître is Rémi Maître ready for his presentation. Yes. Okay. Rémi Maître is a PhD candidate at the Université Toulouse 2, Jean Jaurès, and he will talk us about the ENERCOP network, French ENERCOP network. Rémi, you can start. Yeah. Ok, je vérifie que je contrôle le diapositive. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez bien? Oui, ça va? Oui, on t'entend très bien. Okay, so hello everybody. My presentation is in French and my diapo is in English, as you can see. Donc bonjour à tous. Je vous remercie donc d'avoir accepté ma communication. Ça me permet d'exposer mon travail alors que je poursuis le travail d'analyse et commence véritablement le travail de rédaction. La présentation sera principalement descriptive et j'apporterai à la fin quelques éléments analytiques. Donc, ma présentation s'intitule donc l'expérience d'économie sociale d'ENERCOP, étude de l'organisation et de la coordination d'une coopérative locale. D'abord, il me faut préciser dans quel cadre en fait je réalise ce travail. C'est donc dans un travail de thèse intitulé Études socio-économiques des coopératives ENERCOP comme laboratoire social, un travail dirigé par Marie-Christine Delem et Jacques Prade. Et ce travail donc part d'une question: les coopératives énergétiques ENERCOP induisent-elles inévitablement la transition écologique et citoyenne? Donc, pour répondre à cette question, j'ai opté pour une approche bidisciplinaire. Dans un premier temps, une approche d'économie industrielle pour étudier la structure des marchés dans le secteur électrique français, notamment les acteurs, les stratégies, leur positionnement, et y situer les coopératives ENERCOP, ainsi qu'une approche sociologique pour mieux comprendre le phénomène social, notamment son impact sur les trajectoires, sur les pratiques énergétiques et sur les trajectoires géographiques, grâce à la réalisation d'une cinquantaine d'entretiens sociologiques, d'une quarantaine de sessions d'observation en Midi-Pyrénées et à Paris, des enquêtes sociaux en ligne et l'analyse de documents. Voici donc le plan de ma présentation. Dans un premier temps, je vais faire une présentation d'ENERCOP. Ensuite, je focaliserai plutôt sur une coopérative locale. Puis, j'exposerai la méthode d'analyse des observations et des résultats avant de proposer quelques questions pour conclure. Alors, qu'est-ce qu'ENERCOP? Donc, créé en 2004 par des acteurs des énergies renouvelables et de l'économie sociale et solidaire, c'est un réseau français de coopératives énergétiques qui a deux principaux objectifs et certaines particularités pour y répondre qui tranchent avec les autres entreprises présentes sur le marché. Alors, le premier objectif, c'est donc de fournir de l'électricité d'origine renouvelable avec un positionnement particulier, un choix d'un prix au kilowattheure supérieur au prix de marché, soit de la compétitivité hors prix, qui est justifiée par les membres d'ENERCOP par des contreparties éthiques, et notamment l'inscription dans des circuits courts et l'investissement dans les énergies renouvelables. Donc ça se concrétise chez ENERCOP par la volonté de mettre en œuvre des contrats directs avec les producteurs qui visent à lier les achats de production d'électricité et les garanties d'origine. Tout ceci pour améliorer la traçabilité de la production d'électricité et réduire les activités de marché. Le deuxième objectif, c'est de proposer des services énergétiques visant la réduction de la consommation, via le partage en ligne d'informations sur les éco-gestes, la proposition d'une formation qui s'appelle Dr Watt, c'est une formation payante qui accompagne le consommateur à mieux appréhender sa structure de consommation par l'usage du wattmètre. Enfin, il y a une dimension d'éducation populaire propre à l'économie sociale, avec la réalisation d'ateliers de maîtrise de la demande énergétique. ENERCOP a donc fait le choix d'un statut coopératif, le statut de société d'intérêt collectif, de société coopérative d'intérêt collectif, un statut qui permet de l'inscrire dans la tradition des expériences d'économie sociale. Alors, qu'est-ce qu'une expérience d'économie sociale? On peut la définir comme l'autoconstruction de pratiques collectives qui émanent d'un groupe en situation de vulnérabilité ou d'exclusion sociale en vue de produire de la richesse. Il y a donc ici
des visées d'autonomie et des réticences, voire parfois un refus de s'appuyer sur des subventions publiques. C'est donc une approche qui s'éloigne de l'économie sociale et solidaire. Ces initiatives respectent un certain nombre de principes coopératifs de base, soit la propriété privée mais collective de l'outil de production, la double qualité des membres, des objectifs de rentabilité et non nécessairement de lucrativité, puis enfin l'encadrement par des règles de gouvernement, notamment une personne égale une voix ou une différenciation réduite dans l'échelle des salaires. Alors, en fait, les SIC se distinguent des principes coopératifs, ou même de ces principes coopératifs de base, en organisant le multisociétariat qui génère la possibilité de qualité plurielle des sociétaires et en autorisant l'engagement bénévole. La SIC est donc une organisation à mi-chemin entre société commerciale et association. Alors, mais qu'en est-il aujourd'hui du réseau des coopératives Enercop? C'est donc un réseau de 11 coopératives composées de la coopérative historique Enercop nationale. Elle est détentrice des contrats de marque, coordinatrice des activités pour l'ensemble du réseau, dont les activités de relations clients, facturation, des activités du cœur de métier, comme l'approvisionnement, la gestion portefeuille ou l'équilibrage en temps réel. Et le réseau se compose de 10 coopératives locales qui sont principalement apporteuses d'affaires, avec tout de même quelques particularités suivant leur région ou leur historique. Et donc, il y a des liens entre les deux niveaux des coopératives qui se relient via des commissions métiers qui s'organisent de façon hebdomadaire et des comités de direction réseau. Reste une articulation relativement difficile entre les deux niveaux au plan politique. Alors, que représente Enercop aujourd'hui en 2020? Ça représente 90 000 consommateurs, 45 000 sociétaires, une puissance totale d'après leur site internet de 324 MWh, soit 0,25% des capacités installées électriques en France. Donc, mais c'est un réseau en croissance rapide, avec la multiplication par 4 du chiffre d'affaires d'Enercop National entre 2014 et 2018. Voici ce qu'on pouvait dire un peu synthétiquement sur Enercop. Je vais vous proposer maintenant de mettre la focale sur une coopérative du réseau en Midi-Pyrénées. Alors, Enercop Midi-Pyrénées, c'est aussi donc une société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée en 2015. Elle est principalement apporteuse d'affaires pour Enercop, mais elle développe aussi des parcs de production photovoltaïque dimensionnés en région sur d'anciennes friches industrielles. Elle est aussi accompagnatrice à l'autoconsommation individuelle et propose des expérimentations d'autoconsommation collective. C'est aussi une coopérative en croissance avec un nombre de sociétaires qui a été multiplié par 3 entre 2016 et 2019 et un chiffre d'affaires qui est passé de 200 000 € en 2015 à 350 000 € en 2018. Alors, je vais faire une petite focale sur qui sont les fondateurs d'Enercop Midi-Pyrénées. Alors, de ce que j'en sais, ce sont davantage des hommes entre 35 et 70 ans. Ils ont tous une volonté de s'engager en tant que militants et d'offrir du temps pour la coopérative. Soit ils sont retraités, soit ils sont prêts à perdre un peu de salaire pour s'engager dans l'initiative. Ils ont pratiquement tous une expérience pratique ou des diplômes dans les énergies renouvelables. Ils partagent tous, ils partagent des compétences dans le développement de projets, dans le montage, la gestion, le management d'entreprise. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les fondateurs. Et donc, par contre, je vais vous présenter maintenant une petite étude sociologique sur qui sont les membres aujourd'hui en 2018, on va dire, des sociétaires d'Enercop Midi-Pyrénées. Donc 60% des sociétaires se disent engagés ailleurs au plan militant. Il y a une surreprésentation des personnes âgées de 60 à 74 ans, des cadres, des chefs d'entreprise et des professions libérales. Il y a une sous-représentation des ouvriers, ce sont plutôt des hommes, avec 90% de diplômés du supérieur, ce qui révèle un fort capital culturel. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui dans l'organisation d'Enercop Midi-Pyrénées et de ses salariés aujourd'hui? Donc, l'équipe représente 10 salariés, 6 femmes, 4 hommes, qui sont investis dans différentes activités, la commercialisation particulière et professionnelle, l'approvisionnement réseau, la production et l'autoconsommation. Et ils s'appuient ou ils sont soutenus par un groupe de bénévoles, les administrateurs. Alors justement, je voulais mettre un petit centrage sur en quoi consiste l'activité d'un bénévole engagé dans une coopérative militante aujourd'hui. Alors ça consiste principalement à participer à des réunions hebdomadaires, à préparer et à participer aux événements de la coopérative
et ou du réseau à écrire et à coécrire des documents stratégiques. Donc il y a tout un processus de socialisation pour construire ce qu'on peut appeler un capital militant. Ainsi, pour mieux comprendre finalement la coopérative, il est intéressant de mobiliser la sociologie du militantisme. En effet, on peut identifier la cause, c'est la volonté de s'inscrire dans la transition énergétique en pratique, la figure de l'individu engagé, le salarié, le sociétaire, le bénévole, enfin, bien sûr, la coopérative militante comme organisation. Alors maintenant, je vais entrer dans le cœur de ma présentation, à savoir la focale sur l'organisation et la coopérative et la coordination d'Enercop Midi-Pyrénées à partir de la question comment se coordonne une collectivité sous le principe de raison collective à visée horizontale entre autonomie et système de contrôle. Je vais aller trop vite, c'est aller trop vite, le diapo. Donc, Émile a choisi de s'appuyer sur la démarche d'holacratie, la méthode holacratie. Alors, en quoi consiste la méthode holacratie et quelles sont les conséquences pour Enercop Midi-Pyrénées? Cette méthode exige l'application d'un certain nombre de principes de base, à savoir d'abord la distinction de sphères d'activité qui se traduit chez Enercop Midi-Pyrénées par la coopération entre les opérationnels et les politiques, une vraie séparation des pouvoirs, précise un administrateur. Ensuite, il faut appliquer un certain nombre de concepts de base, le rôle, l'attention, le cercle. Chez Enercop Midi-Pyrénées, ceci se concrétise par une logique de cercle hiérarchique et 6 formes de réunion avec la présence systématique de bénévoles. Enfin, l'application de médiation. Dans la coopérative, chaque réunion est médiée par la prise de décision dite gestion par consentement. On ne recherche pas le consensus par la question « sommes-nous tous d'accord ?», mais le consentement individuel avec la question « puis-je vivre avec la proposition de la réunion ?» Alors, qu'en est-il finalement de cette gestion par consentement? En quoi consiste ce rituel? Donc, c'est une logique par tour de parole qui commence toujours de la même manière, un tour d'inclusion, enfin chaque réunion commence de la même manière, un tour d'inclusion, où chacun va livrer son état d'esprit. Ensuite, il va y avoir un tour d'énonciation des tensions, qui sont nommées Smurf ou Schtroumpf chez Enercop Midi-Pyrénées. Ensuite, ils vont voter les tensions priorisées. Et le quatrième temps, où va commencer la procédure de traitement du Schtroumpf ou de la tension en 4 temps. D'abord, l'énonciation et la proposition de résolution de la tension. Ensuite, il va y avoir une séquence de clarification qui va s'ouvrir. Puis, il y aura un temps pour le ressenti, un tour de ressenti. Enfin, il y aura un tour d'objection crucial pour valider ou invalider, refuser la proposition. Enfin, chaque réunion se termine par un tour de clôture où chacun va livrer son ressenti sur son état d'esprit. Donc, je passe maintenant au dernier temps de ma proposition, à savoir mon analyse, ma méthode d'analyse et les observations et les états que j'ai pu réaliser à ce jour. Alors, on peut concevoir la GPC comme un facteur déterminant les rationalités à l'œuvre dans l'organisation. C'est un mode de distribution de la parole qui génère une succession d'opérations réglées et codifiées par tour de parole. C'est une structure conversationnelle mobilisable comme ressource fondamentale pour organiser les interactions. Ainsi, pour essayer d'analyser cette GPC, j'ai mobilisé la sociologie de Jean Villemer qui essaie de réaliser une tentative de synthèse entre analyse de conversation et analyse de catégorisation. Cette méthode prend au sérieux le langage comme pratique et comme moyen d'accéder à l'action. Par exemple, les catégories de l'énonciation sont un moyen de faire le lien entre ce qui est fait en termes d'action et ce qui est fait en termes de tour de parole. Ainsi, l'objectif, c'est d'accéder aux catégorisations des interactants, essayer de clarifier leurs intentions et d'écrire les processus en jeu. Alors, essayant d'appliquer cette méthode d'analyse à la GPC, je vous propose ici de vous présenter quelques éléments d'analyse d'une réunion de gouvernance observée au sein d'Enercop Midi-Pyrénées. Donc, la réunion de gouvernance en holacratie, c'est un espace collectif de définition et de redéfinition des rôles dans la coopérative. En l'occurrence, cette réunion s'organise, il y a 10 participants, des salariés, des bénévoles et des stagiaires. Or, lors de cette réunion, une salariée expose une proposition où elle s'exprime et s'autocatégorise comme citoyen et militant
dépassant ainsi sa fonction de salarié. Elle interpelle par ailleurs sa coopérative sur la capacité à poursuivre l'engagement de transition, ce qui engage au sein du collectif un travail axiomatique, à savoir une lutte pour les valeurs ou un questionnement sur les valeurs, ainsi qu'un auto-questionnement collectif qui sera vivement débattu durant la réunion. En contrepartie de cette possibilité de questionnement ou de questions sur les valeurs, les membres, en particulier les administrateurs, usent beaucoup d'énoncés dits multiformulatifs, à savoir des énoncés pour rappeler ou abonder les règles de la coopérative. Enfin, quelques pistes qui signalent une approche en termes d'intelligence collective ou de raison collective. En effet, lors de cette réunion, les interactants sollicitent beaucoup le groupe comme support et soutien. Voilà. Donc, la gouvernance, la gestion par consentement fluidifie, voire muscle très vigoureusement les échanges au sein de la coopérative. Enfin, pour conclure, à partir de cette esquisse d'analyse, puisque je suis au début du travail d'analyse de la gestion par consentement, on peut penser que la coopérative est un lieu de confrontation entre d'un côté les logiques militantes et politiques en faveur de la transition énergétique et de l'autre la logique économique. On va dire ça peut agir comme une sorte de rappel à l'ordre militant face à l'empire économique. Et on peut percevoir ici l'expérience d'économie sociale comme un moyen pour réencastrer l'économique dans le social. De plus, j'ai oublié de passer la diapo, voilà. De plus, lorsqu'on translate pour cette coopérative le travail de Bertrand de Saint-Cernin réalisé sur les communautés scientifiques créatrices, ce dernier postule 2 temps de conversion nécessaires à la créativité des collectivités scientifiques. Une procédure de coopération active et une disposition individuelle à penser que la collectivité peut transcender l'individu. Donc, dans le cadre d'Enercop Midi-Pyrénées, on pourrait penser que la procédure de coopération active est l'holacratie et le statut SIC, tandis que la disposition individuelle pourrait être l'éthos coopératif, ainsi que l'engagement dans le militantisme écologique. Enfin, pour conclure, je propose de vous exposer les limites et les éventuels aspects métamorphiques qu'on peut trouver au sein de ces coopératives. Alors, on voit tout de suite qu'avec un prix du kilowattheure l'un des plus élevés du marché, se pose nécessairement la question de comment diffuser ces pratiques d'écologie coopérative. Et donc, en effet, Enercop ne permet pas de répondre à la question, pourtant cruciale, qu'on pouvait poser hier. D'ailleurs, j'ai failli la poser, puis je me suis dit de la garder pour ma présentation. C'est comment permettre un accès égal à la transition. Voilà, c'est un enjeu crucial, je pense. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de penser que, en tant que société de producteurs associés, les coopératives Enercop peuvent être pensées comme un moyen d'émergence et de reconnaissance en France d'un système de besoins radicaux du point de vue écologique et de la sobriété, ce qui diffère radicalement d'un système basé principalement sur la hiérarchie ou la subordination. Voilà pour ma présentation. Je vous remercie de votre écoute. Thank you everybody. Merci Rémi pour cette présentation dynamique et riche sur les modalités de décision au sein de la plus grande coopérative de fourniture d'énergie en France. Thank you Rémi for this dynamic and detailed presentation on the decision-making process within the largest energy supply cooperative in France. Donc, sans transition, je vais donner la parole à Armelle Gomez et Benjamin Thiel, qui sont aussi d'une région qui est le sud-ouest de la France, pas très loin des terrains de Midi-Pyrénées, et qui vont nous parler du processus économique et démocratique dans les communautés d'énergie renouvelable. Eh bien, Armelle est enseignante-chercheur à Bordeaux Sciences Agro et Benjamin Thiel, ingénieur de recherche à l'APESA. À vous la parole. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, très bien. Alors bonjour, donc nous on va faire suite, ça tombe très bien à ce qui vient d'être dit précédemment sur les coopératives et également à tout ce qu'on a entendu hier qui était très très intéressant.
Et on va donc vous présenter ce thème d'une autre manière. Donc, je ne vais pas revenir là sur la question du flou définitionnel des communautés énergétiques, puisqu'on en a pas mal parlé hier. Par contre, je vais déjà passer par la manière dont l'article de loi en fait a défini l'article 40 donc de la loi de novembre 2019 a défini ces communautés d'énergie citoyenne de manière encore très floue. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est sur notre terrain d'enquête, comment ça a été retranscrit au niveau local, au niveau régional, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, on précise que ce schéma qu'on vous fait apparaître correspond en fait au glossaire de l'appel à projet 2018 de la région Nouvelle-Aquitaine, mais qui nous intéresse dans la mesure où il dit quelque chose du phénomène. Donc, la première chose dans la définition de la loi, vous le voyez, il y a donc 3 éléments, le 1, 2 et petit 3. Première chose de la loi, c'est de dire que la participation peut être ouverte et volontaire, ce qui reste effectivement très, très large. L'appel à projet précise que cette participation volontaire participative va passer par le financement en capital, l'accès à la gouvernance de manière majoritaire et le partage du risque lié au projet. Sur le deuxième point, à savoir le contrôle effectif par les citoyens, les collectivités locales et les petites entreprises, dans la loi, il y a marqué qu'il se situe à proximité du projet. Alors, je laisse, c'est pas sur ça que nous avons travaillé particulièrement, mais je trouve intéressant de noter que quand on marque à proximité d'un projet, ne précisant pas qu'il y a une proximité locale, on peut en référer à l'économie des proximités qui nous dit que la proximité, elle peut être organisationnelle, d'appartenance, de similitude, et à ce moment-là, la proximité n'est pas nécessairement géographique. Ici encore, l'appel à projet de 2018 précise que les parties prenantes, en l'occurrence, sont les habitants du territoire. Donc là, c'est important parce que là, il le précise vraiment dans l'appel à projet. Le dernier point, et qui nous semble aussi intéressant à souligner, le troisième élément de la définition dans la loi, ces projets doivent avoir pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres, ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher du profit. Donc, nous, ce qu'on voudrait noter, avant de commencer vraiment dans le cœur de notre problématique, on veut faire quelques remarques qui ont déjà été, entamées hier par Thibaut Fontenot et Arnaud Assier, à savoir que déjà le terme même de communauté, effectivement, est un terme qui est plutôt anglo-saxon et qui réfère à la structure aussi sociale des anglo-saxons, à savoir une base locale faite de communautés qui, par ailleurs, sont subdivisées par rapport à leur religion d'appartenance, par rapport à des questions ethniques, ce qui n'est pas la nature du lien social français, voire européen, si je peux m'avancer, mais en tout cas, qui est davantage fondé qui est davantage structuré sur des corps intermédiaires, ces corps intermédiaires appartiennent souvent à des structures plus ou moins hiérarchisées dans la culture, on va dire, non anglo-saxonne. Donc, il y a cette question sur le mot communauté. Déjà, effectivement, qui est une traduction qui, comme l'a précisé hier Arnaud Assier, n'était pas du tout employée jusqu'à la loi. C'est-à-dire, on parlait de société d'énergie citoyenne, de projet d'énergie citoyenne, beaucoup de mots, mais le mot communauté n'apparaissait pas avant la loi, quoi. La deuxième chose qui nous semble important de préciser, particulièrement sur ce troisième point de définition dans la loi, c'est que c'est fondé, petit 1, sur... donc, on dit que ça doit générer des bénéfices sociaux, économiques, environnementaux. Quand on parle de bénéfices, ça renvoie, en fait, à une manière très spécifique, en fait, de penser à un phénomène qui, nous l'avons, rattaché, en fait, à une grille de lecture qui est aujourd'hui, par exemple, très présente dans le monde de l'ingénierie et qui renvoie à la question de l'analyse de la valeur. Et la question économique sont vues sous un rapport de ratio coût-bénéfice. Voilà, ça nous semble important à préciser. Deuxième chose, ça renvoie également, cette façon d'envisager un phénomène, ça renvoie à la théorie des parties prenantes. Théorie des parties prenantes qui enjoint à considérer qu'une organisation n'est pas une structure fermée sur elle-même, mais qu'elle a un effet sur
va dire la communauté, tiens, parce que c'est comme ça que c'est dit précisément. Et que par ailleurs, elle participe elle aussi à faire fonctionner l'organisation et à la rendre efficace et en tout cas utile pour le territoire. Il n'empêche que cette théorie des parties prenantes, il faut quand même souligner qu'elle ne fait pas participer à proprement parler tous les actants, puisqu'on considère qu'il y a des humains et des non-humains qui sont intéressés par le processus. Et simplement, on interprète, la théorie des parties prenantes, elle enjoint l'organisation à interpréter les valeurs qui seraient bénéfiques pour les parties prenantes. Donc, il nous semble que déjà, cette définition, il y a une forme de soubassement idéologique qui, pour nous, provient assez clairement de Michael Porter et de Kramer, qui ont théorisé ce qu'on appelle la shared value, la valeur partagée, qui est un discours qui est très diffusé aujourd'hui, qui est en fait, ils le disent très clairement dans l'article qu'ils ont écrit, ils disent nous sommes dans une période où le système capitaliste, qui est le meilleur système, est remis en cause, il est fragilisé, nous devons donc trouver de bonnes raisons de le faire perdurer en partageant la valeur sur les territoires. Je reviens 1 minute sur le schéma de la région pour montrer, en rapport avec cette définition des bénéfices donc sociaux, économiques et environnementaux, qu'on va retrouver dans ce schéma finalement au milieu la question de ce qu'ils nomment la rémunération, c'est-à-dire que donc des habitants deviennent des membres de la coopérative, investissent, participent à la gouvernance, produisent un projet d'énergie citoyenne et ensuite de ce projet va tomber ce qu'ils appellent des bénéfices. Dans le cas d'une plateforme de financement, on parlerait de rémunération. Ici, il est bien spécifié que ce sont des bénéfices. Ce qui est intéressant, je note à nouveau, on parlait de bénéfices sociaux, environnementaux, économiques. Vous le voyez là, au milieu, il n'y a plus qu'un signe d'un euro, ce qui interroge d'abord sur le fait que ces bénéfices sociaux, environnementaux ont aussi d'un point de vue philosophique, génère beaucoup de débats. Donc voilà, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a déjà dans la définition et dans la transcription qui peut être faite au niveau local, il y a déjà un soubassement qu'on peut considérer comme idéologique. Idéologique au sens où il dit une certaine façon de dire le monde contemporain. Alors, je passe à la diapo suivante. Je serai plus rapide désormais. Là, ici, nous présentons, donc je ne vais pas tout reprendre exactement dans les termes, on va présenter notre sujet à la croisée de 2 cadres théoriques qui nous semblent qui sont proches et complémentaires. La théorie de la régulation, qui va essayer de définir les régularités macroéconomiques, en fait, comment le système dans lequel nous vivons, à savoir un système capitaliste, assure l'accumulation du capital, de manière continue dans le temps. Comment, par contre, localement, ce capitalisme n'a pas du tout un fonctionnement identique sur toutes les structures, mais est approprié localement, réinventé, recompris, comment en fait il y a quand même une action sur ces macrostructures. Et pour ça, c'est vrai qu'on a utilisé la théorie des conventions, qui sont donc des approches sociologiques dans le champ de l'analyse économique et qui nous permettent en fait d'approcher le phénomène dans une perspective, une démarche compréhensive, c'est-à-dire écouter les acteurs sur ce qu'ils ont à dire de leur propre expérience. La problématique que nous allons traiter dans cette intervention, c'est la question des logiques à l'œuvre dans ces structures, c'est-à-dire que nous allons essayer de trouver comment des continuums vont structurer les débats, les prises de décision, les actes des acteurs à l'intérieur de ces organisations. Et ces continuums, on a relevé 2 grands points. C'est un premier continuum dans la polarisation serait logique du besoin, dont vient de parler Rémi Maître à l'instant, logique du besoin versus logique de l'offre, adossée à une organisation qui serait axée sur la croissance continue. Et deuxième continuum, c'est la question du territoire. Bon, j'y reviendrai plus précisément par la suite.
Voilà, là, on vous présente en quelques dessins un peu complexes notre terrain. Notre terrain, donc on s'est basé sur les cartes d'énergie partagée donc voilà, on a bien conscience qu'on a lu d'autres rapports qui complétaient davantage, qu'il y avait d'autres initiatives. On s'est basé sur cette carte pour plus de simplicité. Si vous regardez tout à fait à gauche, donc sur la carte au national, on voit que la Nouvelle-Aquitaine est peu dotée en société d'énergie citoyenne, ce qui nous semble déjà être intéressant à remarquer. Quand on s'approche ensuite, vous faites un zoom, on arrive sur la région Nouvelle-Aquitaine. On a retenu 4 initiatives qui sont décrites donc tout autour, INR, la citoyenne solaire, Soleil d'Ayen et Oléron sous le soleil. Pour préciser rapidement notre choix, on a fait le choix d'abord de prendre des initiatives qui avaient toutes adhéré à CIRENA, CIRENA est la fédération des structures d'énergie partagée, d'énergie citoyenne de la région Nouvelle-Aquitaine, qui elle-même adhère à énergie partagée, et donc toutes ont signé la charte d'énergie partagée. Ça nous semble important parce que dans cette charte, il est très clairement écrit que les structures doivent mettre en place des dispositifs de délibération collective et démocratique. Voilà, donc ils partent de cette base, ils adhèrent à cette idée, à cette charte. Ensuite, le choix sans y passer trop de temps, on a fait le choix du photovoltaïque parce que c'est très clairement donc voilà, vous le voyez sur la carte, c'est les points jaunes, c'est le photovoltaïque. Il y a un chemin de dépendance, comme on dit, qui est clairement allé vers le photovoltaïque pour de multiples raisons. Donc c'est pour ça qu'on a choisi, pour une question d'homogénéité, on a choisi cette technologie. Et ensuite, le choix des structures elles-mêmes, c'est qu'on voulait avoir, alors on n'a pas du tout la prétention dans notre étude d'avoir fait une typologie, mais au contraire, on s'est inscrit dans une sociologie des trajectoires, c'est-à-dire qu'on a essayé d'étudier 4 cas, dont déjà au niveau du choix, on avait décidé de prendre un cas où il y avait une collectivité qui était position chef de file, une entreprise, des citoyens, on est parti déjà dans notre choix de terrain sur des critères qui nous permettaient d'avoir des trajectoires assez différentes. Donc, c'est bon, on va continuer. Dans nos résultats, on arrive donc à 2 grands résultats sur notre enquête. Donc, dans le discours des acteurs, on va retrouver effectivement la question du territoire qui va apparaître de manière assez importante. Ce territoire va apparaître tantôt. Alors, il se trouve qu'en plus, ici, il y a un prisme particulier dont on va parler, mais on a la moitié de nos 4 initiatives. Dans la moitié, le territoire est vraiment perçu comme un territoire qu'il faut rendre autonome avec des frontières clairement dessinées. Et dans les 2 autres cas, c'est le territoire, finalement, on y a recours, le mot est évoqué, mais on voit bien qu'il ne réfère pas à quelque chose qui est absolument défini. Ce qui nous intéresse, au-delà de ce qu'en disent les acteurs, c'est-à-dire les acteurs nous disent, voilà, le territoire est la finalité de notre projet, ou le territoire est la base qui nous permet de produire de l'énergie renouvelable. Voilà, c'est un peu ce qui ressort. Nous, ce qu'on trouve qui est intéressant à voir derrière, c'est que c'est la vision de déploiement de ces ENR sur les territoires qui va prendre des formes différentes dans l'imaginaire. Je vais faire une comparaison qui peut paraître un peu hasardeuse, mais dans le premier cas, on va trouver une diffusion en tache d'huile, tel que le corona était contagieux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de couvrir entièrement la zone, de pouvoir avoir, il y a un projet un peu politique d'énergie, d'autonomie énergétique. Donc, on va trouver là nos 2 initiatives. Une qui se trouve, c'est intéressant, dans un territoire culturel avec un fort prisme autonomiste, à savoir le Pays Basque. Là, très clairement, c'est un facteur de motivation très important pour l'adhésion. L'idée étant d'atteindre l'autonomie énergétique du Pays Basque Nord, donc en l'occurrence, qui se situe dans la partie sur le territoire national. L'autre initiative qui va avoir le même type de discours, c'est l'île d'Oléron. Et là, c'est intéressant aussi parce que c'est un territoire insulaire et ils ont la volonté d'être autonomes, totalement autonomes par rapport au territoire métropolitain. Dans le deuxième cas, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va voir un développement des ENR plus sous forme d'îlots. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de recouvrir un territoire, l'idée est de ponctuer le territoire d'îlots d'énergie renouvelable, avec une éolienne, du photovoltaïque, voilà. C'est pas la même représentation du développement
des ENR. Ce qui nous semble important, c'est que dans cette deuxième représentation en îlot, il y a une disjonction entre la zone de production et la zone de consommation, y compris entre la zone de financement et la zone de production et la zone de consommation, dans le sens où, très typiquement, dans le cas de la citoyenne solaire, les apporteurs de capitaux vont se trouver situés plutôt dans le pôle urbain, qui est Limoges et ses environs, où là on va lever les fonds dans cette zone. Par contre, les installations, elles se font dans le monde rural. Voilà, pour dire qu'il y a une disjonction, alors que dans le territoire comme finalité, l'idée c'est de faire conjoindre ceux qui investissent, ceux qui produisent et ceux qui bénéficient de l'énergie. Dans le deuxième point structurant, c'est la question qu'on peut se poser, c'est l'actionnariat est-il un fait citoyen et tous les citoyens sont-ils des actionnaires? Voilà, ça me fait rebondir exactement sur la présentation qu'a fait à l'instant Rémi Maître sur le profil sociologique des membres des coopératives. Bon, ce profil sociologique interroge dans la mesure où, dans notre terrain d'enquête, on a posé la question des montants planchers, des dividendes, on a posé toutes ces questions. Et par exemple, sur le prix de l'action, c'est comme si c'était arrivé comme ça, assez mécaniquement, sans que personne se pose la question de l'accessibilité. Donc, 50 €, on a trouvé, en fait, l'action... Alors, c'est pas le prix de l'action, parce qu'il y a des initiatives dans lesquelles l'action est à 1 €, mais il faut en prendre 50 minimum. Il y a des initiatives dans lesquelles elle est à 50 € minimum, et ça va jusqu'à 250 € l'action. Ce qui pose quand même très nettement la question de l'accessibilité sociale, de notre point de vue. 50 € peut paraître rien du tout pour quelqu'un qui a un salaire de 2 000 €, 50 € pour quelqu'un qui n'a pas d'épargne, c'est une somme. Donc, cette question de l'accessibilité sociale, elle nous semble peu posée dans les initiatives, et elle nous semble quand même importante si on parle d'une initiative citoyenne, puisque citoyen par essence, c'est celui qui a accès à tout, quoi. La deuxième question qui suit... Ah, pardon. Donc, je vais faire très rapidement. La deuxième question qui suit, c'est celle de la place des collectivités territoriales, qui, du coup, de ce point de vue, pour les avoir interrogées, se pose vraiment la question de leur pouvoir, c'est-à-dire au regard de ce qu'ils ont investi, ils se posent la question de n'avoir qu'une voix, qui est souvent, qui peut être un motif de refus. Et la deuxième question, c'est est-ce que les subventions qui sont déversées par les pouvoirs publics ne devraient-elles pas avoir un lien avec la diversité sociologique des membres? Sinon, ça pose la question, encore une fois, de la distorsion de la diffusion des subventions. Je termine avec le résultat numéro 2, et j'y passerai moins de temps, à savoir ce qui motive, en fait. On dit que, on a parlé de l'engagement militant, du capital militant, en 2 mots, la question se pose à nouveau sur l'accessibilité sociale, c'est-à-dire à un moment, on peut imaginer qu'à court terme, les énergies renouvelables vont avoir une valeur qui va augmenter. Est-ce que le prix de l'action augmentant, ça, à nouveau, ça pose la question de la barrière d'entrée. Et la deuxième question, c'est, on se pose légitimement la question. Donc, il y a 2 types de liens, on le sait, qui peuvent être complémentaires. Souvent, les membres le disent, ils ont à la fois y être comme volontaires et à la fois y être comme actionnaires. Mais le passage dans 5 ou 6 ans du projet citoyen vers le projet qui nomme ici participatif, mais en gros qui est la plateforme rien ne garantit à aucun moment le passage d'une forme de structure à une autre. Et avec notamment la question du risque des nouveaux entrants qui vont venir avec peut-être potentiellement une volonté de retour sur investissement, là où les premiers venaient pour un engagement, on va dire, sociopolitique. Voilà, donc je termine par une conclusion rapide. 4 cas, 4 trajectoires. On a essayé de montrer qu'elles se répartissaient en fonction d'un triple schéma. Selon qu'elles se placent sur une logique de besoin, c'est-à-dire qu'on s'arrête au moment où l'énergie est produite pour assez de personnes sur notre territoire, versus on rentre dans une logique assez classique de la croissance, c'est-à-dire on fait une logique de l'offre, on produit de l'énergie et ensuite on cherche à voir comment on la répartit sur le territoire. Deuxième chose qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'on vous a présenté donc 4 cas. Dans ces 4 cas, il y en a celui en bas à gauche, en fait, représente la toute petite coopérative, c'est-à-dire une dizaine de citoyens qui s'associent, mettre des panneaux photovoltaïques sur leur propre toit et
s'arrête là. Il faut imaginer que ce type de projet représente, c'est marqué dans le graphique d'à côté, c'est la moitié des projets en développement. Sur 10 projets, il y en a 5 qui ressemblent à ça. Et il y en a 5 qui envisagent de poursuivre l'installation de nouvelles structures. Ça nous paraît important à noter. Parce que, donc j'en arrive à ma conclusion définitive, ce qu'on analyse, c'est qu'il y a des trajectoires très différentes sur les territoires, qu'elles se répartissent selon des logiques de l'offre ou des logiques du besoin, un rapport au territoire et un nombre. Mais il se trouve que la logique préférée, on va dire que le modèle préféré par les financeurs et par les associations entre guillemets, de lobbying de l'énergie renouvelable, pousse plutôt vers du projet de grosse ampleur qui génère énormément de membres. Et je tiens à préciser quand même, juste revenons sur les critères de sélection du rapport, enfin de l'appel à projet 2018. Donc il faut que la participation des citoyens soit significative et elle est calculée en pourcentage d'habitants qui participent, donc en termes d'actionnaires. Ce qui pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on entend par la catégorie de citoyens. Voilà, j'arrête là. Très bien, merci pour cette présentation qui associe... Ah, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Voilà. Donc cette présentation qui associe les concepts théoriques et des résultats de terrain variés et qui renvoie à plusieurs questions saillantes de ce colloque. Thank you for these presentations, which combines theoretical concepts with results from a variety of fields and that address several relevant issues of this webinar cycle. We will listen to the fourth speaker, Hannah Kim, who is assistant professor at Sejong University in South Korea. Hannah Kim, you can start your speaking. Okay. Good morning, everyone. My name is Hannah Kim. As I was introduced, I'm the assistant professor at the Sejong University, South Korea. Today, I'm going to speaking to you about the Building Energy Commons 3 mini PV installation cases in apartment complexes in Seoul. I conducted the study together with my colleagues, Wei Ming Chun, University of Delaware, United States, and Se-Hoon Yang, Korean Institute of the Policy Assessment Evaluation, South Korea. As you know very well, the PV is the most viable option for cities, but still, there are many barriers to install PVs in megacities. First, a large share of the population in dense urban area lives in high-rise multi-family housing. So where it is impossible for people to install a renewable energy unit on their own rooftops. And second, a significant proportion of these people rent rather than own their housing. So it is difficult to install a unit without the landlord's agreement. So in megacities, rather than placing a renewable energy unit on individual-owned property, off-site and the centralized installation of renewable energy facilities has been promoted. It is, of course, meaningful. However, this approach cannot capture the awareness enhancements that can be obtained from the direct experience of the renewable energy unit installed on site. So in addition, in megacities, community energy initiative rarely develop spontaneously. People in the city's dense urban area are very busy and they move in and move out more frequently than the rural areas. However, we found a feasible model in Seoul, South Korea. After seeing these two successful stories and the failed trial, a question was raised. What difference caused in this result?
So we decided to analyze how communities process the collective installation of small-scale PV in every unit of their apartment complexes, with focus on how community internal factors apply with a dense urban context. The reason why we focus more on the internal factors is that all these three apartment complexes are placed in the same district in Seoul. And at the same time, the projects were tried at the similar period. So they were under the nearly same the external condition. So I have three interesting cases, but if the time is not sufficient, I can shorten or skip the second successful stories. This is the imitating case of the first one. This figure, the characters are very small, but this figure lists the influencing factors identified in the extensive literature review. Based on the external and internal structure and the economic, normative, and social dimensions for the internal factors, external resources and support are, as you know very well, the critical for community energy project development. These include government financial support and market incentives and intermediary organizations. Of course, the normative considerations such as climate change awareness were also discussed in some literature. And the internal social factors is widely identified as the initiator and the accelerator of the success of the community energy project. Crucial elements include pre-existing community cohesion and identity and leadership and transparency, trust between the community members, etc. The term mini PV is generally used in Korea, I think. In other countries, it is called micro PV. The upper limit of the mini PV is not prescribed by any law, even in Korea, but it generally refers to PV with a small capacity used for household consumption. The mini PV is, as you can see in this photo, the table, categorized into three types based on the capacity and the installed structure and the connectedness to the meter. So balcony and residence and building types. Today, I'm going to talk about the balcony type mini PV. As you can see in this photo, this the panel on this balcony of this apartment is balcony type PV. So this PV is installed on the balconies of the apartment buildings and can be easily detached and reinstalled in the case of movement, much like the electric appliances. So it is not connected to the electric meter, but rather is connected to the power outlet like electric appliances. So, yeah. As of 2017, detached homes accounted only for about 11% of the housing in Seoul, while the multi-housing comprised the rest of the housing. This is very typical, ugly, but typical the scenery of this Seoul's apartment complex. It is really huge. In this city, it is really hard to find the vacant area to install PVs. So under this one less nuclear power plant policy, it is the initiative of the city for the energy transition implemented in 2014. Mini PV has been promoted aggressively. In November 2017, the Seoul municipal government announced an ambitious goal as means to implement the OLMPP, the City of Sun, Seoul. They would employ the 1 gigawatt PV and PV panels on some 1 million homes by 2022.
To achieve this target, the installation of mini PV is prioritized due to the unique, as you can see, characteristics of the Seoul's built environment. So to attain this goal, the Seoul Metropolitan Government provide financial support for deploying mini PV. At the same time, the district office provide subsidies for mini PV installation as well. With subsidy, the average return period is less than 2 years. Okay. Yeah, this will be a very long story slide, but I would like to talk about the real story of this, the collective installment of this PV. Complex A consists of 4 buildings and the 371 apartment units. And at the Council of the Occupants Representative in November 2016, the chairman, who had heard about the economic benefits of the balcony-type mini PV from one apartment resident, and then he suggested the collective installation of mini PV in all units of the apartment complex using the reserves for long-term repairs. This reserve is collected as part of utility bill and also collected from profit-seeking activities in the complex common spaces such as leasing parking lots and then selling recyclables. Under the Multi-Family Housing Management Act, the reserve is used to repair and manage the apartment facilities. The apartment office manager examined the budget needed to carry out this project, taking into consideration the available subsidies from the Seoul Metropolitan Government and the district offices. And initially, it was estimated that individual households would need to pay about the $80 even with that subsidies. However, the actual cost to the individual household was increased to about the $100 when the plan changed to installing mini PV on apartment rooftops rather than on lower level apartment balconies. It is because the amount of solar radiation at lower level units was not that enough, due to that the shade from the trees. So however, the reserve would be used to cover the cost. Thus, the individual household did not need to pay any nickels from their own purses. At the council meeting at the end of 2016, this project was introduced as an official agenda item, and the project was approved by unanimous agreement. And then in the following 2 months, a solar system installer was selected, and then plan card was placed to promote the project to apartment residents, and then the installation began. However, unexpected issues delayed the process about 2 months. Distrust between various actors impeded the implementation of the project, and also the communication issues with the residents who stay longer in the other countries, and also there are the residents' preparation for the specific place of the installation of the mini PV on their balconies. So to deal with these various issues, the residents' representatives and office managers actively promoted the project and persuaded the residents to participate in it. And in addition, they asked the opinion leaders of the apartment complex, such as the chairman and the members of the senior residence committee and the president of the neighborhood association. Consequently, the mini PV were installed 94% of the whole units test complex. This mini PV, even installed in individual household, became the commons of the complex. So, do I have only
2 minutes like that? 1 minute? 3 minutes. 3 minutes, okay. Sorry. Then I'm going to skip the, but I want to show this photo. Okay. As you can see the all individual apartment units have that the small panels on their balconies. So it is the collective installation, the project. But I'm going to skip the second case. Due to time limitation, I'm going to skip that to direct the conclusion. I'm really sorry for this. I would like to conclude this presentation with the findings. Economic factors shaped. I'm really sorry, but I also sent the whole manuscript. If you have the further the questions regarding this the presentation, you can take a look. The economic factors such as the expected economic benefit and no installation cost being directly by the residents shape the initial condition of this commencement of the project. But leadership plays a key role across the whole project by speeding up the projects and relieving the residents' concerns and distrust. But I cannot talk, but the scaling up, the mainstream of this project needs external enabling condition as well. The existence of the strong incentives or the education and training is required to mainstream this kind of project. Yeah. Thank you for listening. I'm really sorry. Thank you, Hannah Kim. Thank you for this very interesting speak on factors of PV project in condominium. And I think this case is very different from the other, and so it's very interesting for a comparison, comparative analysis. So I will let's speak Grégoire Wallenborn, qui est enseignant-chercheur à l'Université libre de Bruxelles et qui a accepté d'être le discutant des communications. Il va poser quelques questions. Les speakers, les communicants répondront et puis ensuite nous garderons une dizaine de minutes pour un chat, pour prendre les questions du chat et poursuivre la discussion à partir de la remarque de l'ensemble des participants. La parole est à toi, Grégoire. Merci beaucoup, Gilles. Hello, everybody. If possible, I'll speak in English and I will ask a specific question in French to the French speakers, but I hope everybody will understand English. So thank you very much for all this very nice, interesting presentation. I think it's quite, it would be quite relevant to make some kind of comparison between all the cases which have been presented. And I would like to hear you like in a kind of dialogue. I will ask a transversal question which aims at making you speak together. So it was very interesting, I think, to see these different cases. And also what I noticed is that the field works which has been observed quite reflects the theoretical framework which have been used, you know. In a way, in France, the studies were much more based on social organization, on how to involve different kind of people, organization within a more hierarchical framework, because we know that in France it is a different institutional setting than in other countries. So I would like to reflect more on all these cultural aspects. And what was also very interesting is to see that you use a lot a methodology
that compares different cases. And maybe except just one speaker, and the comparison between different organizations and communities, I think could lead to draw interesting lessons. So I will have 4 points. First of all, the cultural aspects I think interesting to notice. In the paper of Gabriela, she said that she didn't notice any difference in cultural aspects between the Netherlands and Germany. It would be interesting to see why. And of course, all these cultural aspects are framed by public policies, and also maybe at different levels these public policies intervene, of course. And a big difference also in the different cases is the size of the communities which have been studied. And it would be, I think, interesting to probably delve more into the collective of human and non-human, and to understand how the different technology which are used are also intervening in the way the collective or communities are shaped. A second point, another interesting point I've seen is there is a lot of discussion about volunteers, bénévoles in French. It seems that a lot of these communities and organizations have been launched and managed by volunteers, even activists have been there. And so it's a very particular kind of citizen. And many papers have emphasized on participatory organization, about how transparency, involvement are organized, and how is it possible to coordinate the work of volunteers with salaried people. So it would be also interesting to reflect on that, because if communities rely only on volunteer work, it would be, of course, difficult to expand this kind of community. And in South Korea, it was not clear for me how communities are working really. Is it the same kind of community? It seems less based on volunteer people. The third point I'd like to raise is the role of economic aspects. As it was mentioned in the European Directive, it is written that the communities should not be there for economic profit, but for economic, social, and environmental aspects. So it is not clear always what is the importance of economic aspects, and it is related, of course, to volunteers which are not interested in economic aspects. It would be interesting to know how far energy communities could develop, leaving aside economic aspects, although economic aspects are always important, of course. Which kind of economy would be relevant for the development of energy communities? Is social economy, for instance, a good way to develop that? And in South Korea, it seems that only economic aspects were the driver for developing the let's say energy communities. And the fourth aspect, which have been raised mainly in France, is the social inequalities and the social diversity. How can energy communities include a more diverse bench of people? It seems, and that's quite common in literatures, that
there is a overrepresentation of higher classes and higher incomes in energy communities. And I would like also to maybe to know more about devices or process that would be more socially inclusive. So my transversal questions is really about how you could reflect in your work, but also in after having heard the others' presentation, how could you reflect on the cultural aspects in the broad sense of the term? How these cultural and organizational aspects really shape the development of energy communities? What are the roles of institutions, and what are the differences of institutions which shapes the different energy communities? So I'd like to hear more about that, and if you can also dialogue between the different speakers, it could be interesting. Thank you very much. Grégoire, est-ce que tu peux répéter les questions transversales en français? Oui, donc on a vu que des aspects très différents de la manière de s'organiser dans les différents pays en tant que communauté d'énergie. En France, on a mis l'accent plus sur des aspects organisationnels, de hiérarchie entre les institutions notamment, et de comment combattre ces hiérarchies, puisque en termes de coopérative, quand on fait une coopérative, on cherche plutôt des relations horizontales. Mais je pense que le rôle évidemment des politiques publiques dans le financement joue également un rôle. Peut-être la notion même de communauté, hein, comme Armel le soulignait, est important aussi. What is a community in the different countries? It seems not clear. Donc la définition même de communauté varie d'un pays à l'autre, et ça, ce serait, je pense, vraiment intéressant d'approfondir. Et puis, c'est aussi plutôt en France qu'on a parlé des inégalités sociales, de la diversité sociale. Donc, c'est tout des facteurs qui ont l'air de varier géographiquement et qui ont l'air importants dans la manière dont se constituent les communautés d'énergie. Ok, merci. Je propose de prendre les réponses, de laisser la parole à chacun des speakers en reprenant l'ordre. Donc, Gabriela, you listen some question of Grégoire, so you can answer the question you like. Your micro. Okay, now? Yes, it's okay. We listen. So regarding the cultural differences, I didn't find basically culture as a relevant influencing factor in setting up renewable energy communities. So it didn't really matter which country it was, and also if it was a village or villagers or urban residents. And also, for example, in Germany, the communities which I studied, they had a very low environmental consciousness that time. And they didn't really start this project because of environmental considerations, while in the Netherlands, they were very much concerned about the environment. Still, how they organized their project was very similar, and what were decisive factors, basically two things: the size of the community, and in this regard, I could make differences between small communities under like 1,000 people and big communities, because 1,000 is around a kind of threshold until which people still know each other personally, and the level of trust among the people is really high. By above that, it's much less likely that they know each other, and that's why they need to
apply different practices like hiring a manager or something. And the other decisive factor was the complexity of the project. Why simple projects can be organized in a very simple and easy way, including volunteers. The more complex the project got, the more likely it was that either they had to set up voluntary, like these working groups, which were working on this, but they had to set up code of conduct, how to work, and different type of rules. Very complex projects, they even had to hire a professional who delivered the project. Regarding the voluntary part, the question that how can it be solved that people participate in a voluntary basis in these projects, I would say that it was they were driven by their own enthusiasm, but certainly, and this is the main question, that what are these communities about? And in my PhD research, not necessarily in this one, but in general, what I studied, that what motivates people to participate in such projects, usually both two types of motivations had to be present. On the one hand, they had to have this normative reasons, like protecting the environment or protecting their own local neighborhood, like, for example, in case of villagers who really have this kind of independent attitude towards the world, that they want to separate themselves and do things independently. But at the same time, they had to have also gain-driven reasons to participate in this project. So normative considerations are not enough. So they had to see some kind of economic benefits also in this project, and that's why they participated in this. And both type of considerations have to be present at the same time. And it also gives an answer to the question that how can we ensure that more diverse groups are set, or more type of people participate in such projects. Certainly, the financial factor is decisive, because very poor neighborhoods can not afford such a project. But in general, the contribution of the people wasn't that high. In many cases, it was a couple of hundreds of euros. Still, many communities cannot afford even that. But I would say that in many European countries, it's still an affordable price to pay for such a project. And now I am working at the European Climate Foundation as a consultant, and we are working on how to support the spread of renewable energy communities in Europe, in all the European member states. And we treat basically those people as a special separate group who cannot afford it. So basically low-income neighborhoods, which could benefit very much from such projects, because they can many times not even afford to pay the service costs. But it is very important that governments play their role in their support. And also this answers the economic aspects. And the question is that can the economic aspects be left aside? No, not at all. Even in the motivations, they are present. So people, if they don't see the economic benefits of setting up such a community, they wouldn't do that, because they risk their own money, their own investments. So of course they have to see, and they are very much risk averse in this regard, and policies which help to reduce the investment cost and the risk in the long run can help the most such a communities to start this, because otherwise people will not risk their own money. And in many countries, the local municipalities can play a very important role in setting up such a communities and also financially supporting renewable energy communities. Comme vous voulez. Bon, moi en tout cas, il y a eu des questions dans le chat qui me paraissaient aussi intéressantes. Pour les dimensions culturelles, moi c'est vrai que je suis resté franco-français sur ENERCOP, Midi-Pyrénées ou Paris. Et la réponse que je peux apporter, c'est plutôt sur les dimensions de trajectoire biographique en fait.
Et c'est la façon dont les personnes finalement vont intégrer la variable de crise écologique dans leur vie, et il va y avoir une vraie transformation. Il y a beaucoup de gens quand même, moi avec qui j'ai fait des entretiens, qui sont prêts finalement, au bout d'un moment, ils ont une espèce d'éclairement de conscience et ils vont être prêts à sacrifier une partie de leur mode de vie, de leur revenu en fait, pour intégrer une démarche de communauté énergétique, ou en tout cas de coopérative énergétique. Ça, c'est un aspect qui est très, très présent en fait. Ensuite, pour ce qui est de la dimension sociale, chez les membres d'Enercop, on a il y a quand même cette présence, cette préoccupation est bien présente. Simplement, dans un système énergétique dominé par 4 grandes entreprises qui possèdent 95% des capacités de production électrique en France, c'est déjà très compliqué pour Enercop. J'avais 3-4 questions que je pouvais poser sur le devenir d'Enercop, qui est déjà très très questionnant en fait dans cet état des lieux, principalement dominé par des très grosses entreprises. Donc pour la dimension sociale, elle est présente, mais ils ont déjà d'autres problèmes à gérer en fait. Sinon, pour la question de l'économie sociale, c'est vrai qu'il y a eu des questions dans le chat là auxquelles je réponds, notamment sur les points de friction entre la perspective économique et la perspective militante. Et c'est vrai qu'en fait, c'est le propre, voire l'ADN des expériences d'économie sociale, en fait, d'être traversé par ces points de friction entre d'un côté le projet politique de l'initiative et la survie économique. Et donc là, on voit que les coopératives énergétiques, alors il y a toutes et plein de questions, elles ne sont pas idéales, il y a des conflits, il y a la question de la taille, il y a le risque de la bureaucratisation, il y a le risque de la dépendance aux subventions de l'État qui peut aussi remettre en question l'entreprise en tant que telle. Mais pour ce qui est d'Enercop, c'est vrai que si on focalise sur un des points de friction, le point de friction central, on va dire, c'est l'échelle de l'articulation entre le national et le local. Et finalement, il y a une vraie difficulté. Le réseau est né à Paris, puis il a essaimé en région. Et aujourd'hui, voilà 4 ans au moins que le réseau est interrogé et s'interroge sur comment on fait le lien entre le national et le local, à savoir que les coopératives locales ont pour principale activité d'apporter des affaires, d'apporter des consommateurs pour le national. Voilà, après il y avait un point sur la question des énergies, les offres premium n'ont pas d'effet sur les investissements, sur les ENR, mais seulement de stabilisation des revenus préalablement. Alors c'est marrant parce que finalement, ce que j'ai perçu au cœur des entretiens que j'ai réalisés, c'est que finalement, tandis qu'un certain nombre d'acteurs dans les énergies renouvelables, en fait, ont pour principale dynamique la logique économique, certains salariés au sein d'Enercop National, par exemple, insistaient sur la dimension où Enercop, tout commence une fois qu'on a viabilisé le projet, par exemple, de développement d'une coopérative à l'échelle locale. Ils s'interrogent sur les dynamiques sociales, les dynamiques environnementales. Et voilà comment ils nous présentaient un petit peu cet effet de... Voilà, après, moi, je n'avais pas la même grille de lecture sur les offres premium qui signifiait quand même le fait que Enercop avait une certaine plus-value environnementale au moins par rapport aux autres acteurs. Voilà à peu près ce que je pouvais répondre sur les questions. En tout cas, merci pour ces questions. Merci Rémi pour cette réponse. On va passer la parole à Armel et Benjamin. Vous pouvez parler en français ou en anglais. Je vais choisir la facilité, je vais choisir le français. Moi, je réponds très rapidement sur l'aspect culturel. Effectivement, c'est un débat. Je pense que je dirais que c'est la discipline de la nouvelle sociologie économique française qui fait que les débats tournent très souvent autour qu'on a des débats spécifiquement français, que j'avais retrouvé quasiment les mêmes sur la question du consommateur. C'est qu'est-ce qui fait à quel moment, effectivement, la jonction est très proche de celui qui se comporte comme acteur, comme citoyen. Et aujourd'hui, le citoyen acteur, le citoyen investisseur, on voit bien que c'est une figure, en tout cas, qui se colmate, quoi. Sur l'aspect culturel, moi, en 2 mots, il me semble, on a commencé par faire un état de l'art. On a commencé ce programme de recherche il y a 4 ans, je ne me trompe pas. Il y a 4 ans, on lisait la littérature anglophone,
ça revenait absolument partout, que la motivation, elle était de deux ordres. Ça ressemble, comme dirait Rémi Maître, à l'éternelle question de l'ESS, à savoir commencer par un montage idéal qui finalement se banalise ou dans l'État ou dans le marché. Bon, ça c'est... Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment des questions proprement françaises, je pense aussi, qui font qu'il y a ce prisme-là de cette entrée sociale, quoi. Mais il n'empêche que sur la littérature qu'on a lue de Bowens et tout, on retrouvait dans les coopératives en Suisse, en Allemagne, toujours la même dynamique. Et ce qu'il y a, c'est qu'elles sont nettement plus vieilles que nous. C'est ça aussi qui change. Sur les organisations elles-mêmes, moi je trouve qu'il y a plein de questions importantes, notamment pourquoi dans tout l'Est de la France se sont développées essentiellement des coopératives, pourquoi dans l'Ouest on va retrouver essentiellement des SAS. Je pense qu'il y a des choses importantes à regarder là-dessus, parce que le statut coopératif, malgré tout, c'est une sorte de, si je peux me permettre, un garde-fou si on veut maintenir un projet politique. Et là encore, qui s'interroge, parce qu'on a été regardé dans le détail des statuts des sociétés, et on s'est aperçu que la SIC, finalement, elle faisait en réserve impartageable on a été impressionné de la petitesse des réserves impartageables, qui fait qu'avec une SAS, c'est pas si différent, mais il n'empêche, dans le fonctionnement même, ça a quand même de l'importance. Et moi, j'aimerais insister un peu sur la place des institutions, qui, je trouve, est une question importante. Alors, très honnêtement, qui nous est venue dans le cours. On a vraiment pris ça comme une communication. Nous, on avait envie de partager aussi nos interrogations avec vous, avec la communauté, parce qu'on trouve que c'est vraiment un phénomène très, très intéressant. Et les interventions d'hier étaient éclairantes. C'était vraiment celle de ce matin aussi. C'est la question on voit, nous, dans nos trajectoires, qu'il y a dans les projets, très, très clairement, il y a aussi c'est contingent, c'est-à-dire qu'on a un projet qui va prendre une ampleur importante parce qu'ils vont avoir, par leur réseau, parce que les gens qui montent ces projets, comme vous disiez, sociologiquement, ils sont repérables. C'est plutôt des hommes, c'est plutôt des gens diplômés, c'est plutôt des gens de réseau, c'est ça qui est important. On voit bien que si on n'a pas le réseau, on n'a pas beaucoup d'effets dans ces structures. Et on voit, nous, dans nos trajectoires, on voit des développements qui sont très liés à une dynamique institutionnelle, parce qu'à ce moment-là, il se trouve que l'institution a besoin de projets à soutenir. Donc là, c'est génial, tout se rencontre. On a d'autres lieux où, même nous, on a été surpris sur une autre enquête. On a vu le débat que ça a généré à l'intérieur de l'institution qui a dû financer. En fait, c'est passé à deux voix et ça a failli. Enfin, c'est une des questions qui a déchiré qui a fait encore problème dans l'institution, qui est déjà soumise à plusieurs problèmes, une agglomération. Donc, on voit quand même que c'est pas du tout un sujet qui passe tranquillement. Et on a le cas où, en fait, ils avaient le projet de développer des ENR, et c'est le fait qu'ils n'aient pas rencontré la sphère publique, qui, en fait, ils n'ont eu aucune aide, en réalité, qui fait que le projet, c'est finalement, je veux dire, les gens réinventent l'histoire aussi. Ils disent, finalement, on a fait cette toiture, ça nous convenait, c'est comme ça qu'on voulait le faire. C'est parce qu'ils n'ont pas eu, il n'y a pas eu l'effet levier, quoi. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est que ça pose toute la question, ça renvoie, moi, je trouve, à ce débat qui a eu lieu autour du consommateur de l'alimentation. C'est sur le débat de Micheletti, là, sur l'action collective individualisée. Peut-on considérer que des gens qui s'agglomèrent parce qu'ils sont citoyens, parce qu'ils sont désignés comme citoyens, alors qu'on voit bien qu'ils ne sont pas représentatifs, c'est de l'action collective individualisée? Bon, là, c'est tout les réponses de Franck Cauchois et tout ça qui disent que non, il faut des corps intermédiaires. Bon, c'est des questions qui reviennent éternellement, mais c'est vrai que moi, là, je fais une petite remarque personnelle, mais j'ai l'impression qu'on réchauffe l'eau tiède depuis le 19e siècle quand même, parce que les coopératives agricoles, on n'est pas sans savoir que les coopératives agricoles ont la même histoire et qu'aujourd'hui, c'est des multinationales. Donc, bon, c'est ça la question au fond, moi, que je me pose. Pourquoi est-ce qu'on revient toujours au même point? Pourquoi on repart toujours du même point? La sociologie, les débats de société. OK, merci. Plusieurs questions quelques questions ont été posées par les participants. Grégoire, est-ce que, avant je rappelle ces questions, j'introduis ces questions, est-ce que tu veux réagir, reformuler une question? One of the questions concerns the diversity of members, the social diversity of members. Une des questions posées, c'est quel est le seuil financier à partir duquel on considère accessible à la diversité sociale? So in English, what is
the minimum size of the share to access to the property of the systems, energy systems. Et j'associerai another questions à celle-là, c'est est-ce que does the holocratic functioning favor people with higher education or intellectual or negotiating job? Voilà, pour le dire autrement, est-ce que c'est le coût d'entrée des actions ou les modalités de discussion, de prise de décision au sein des coopératives qui constituent un frein, le frein principal à l'accès aux coopératives des populations modestes. I think it has been already covered by the presenters as well, but I believe there is some kind of differences in the definition and concept of the communities in the other countries. But in South Korea, we really experienced the fast urbanization. So the community where they share the interest or shared vision, observed in other countries, in the European countries, hardly to be found in Seoul, especially. So, but these days, energy community is being increased in Seoul as well. But the cases that I presented today is somewhat different from the other community initiatives seen in the European countries. Of course, in Seoul there are some small-scale communities which is driven by the normative factors such as the climate change issues or the environmental protection. But in these cases, the three cases were driven by very small number of leaders. The chairman of the council of the representatives of the occupants and the office managers. So they need to persuade the residents to participate and already get the agreement of the installation of mini PV in their house. So they need to persuade these residents with the economic factors. But after this, after the completion of this collective installation, I believe this the community as the place or community as stakeholder is developing to the community with shared interest for the energy transition or some kind of the normative values such as climate change response. So nowadays they are studying by themselves regarding the climate change issues, and they are trying to find another options to reduce their energy consumption by themselves after this collective installation. So due to this reason, I believe this kind of even though this movement, this initiative was initiated by the only economic factors, economic benefit, but later it can be cause or it can be the result in another activities. I think, yeah, that's it. I'm really sorry. Ok, thank you. Est-ce que Rémi Maître peut parler? Donc en fait, concrètement, moi j'aurais deux façons de répondre à cette question en fait. La première, c'est quand même que avec la diffusion de la conscience écologique, ou en tout cas de cette prise de conscience qui progressivement se généralise, et l'accroissement du nombre, par exemple, de sociétaires ou de personnes qui intègrent la volonté de se fournir en électricité renouvelable, on a quand même des gens qui sont de moins en moins militants, et l'un des angles de recherche, c'est comment finalement cette adhésion à un fournisseur d'électricité coopérative peut transformer les pratiques et les cultures. Et ça, c'est quelque chose, là c'est plutôt global, mais c'est un aspect que je regarde,
Et c'est quelque chose qui est intéressant. C'est un point. Des fois, la coopérative énergétique Camercop en Midi-Pyrénées a pu servir de point d'accroche à la découverte de l'éthos coopératif pour un certain nombre de personnes. Donc ça, c'est une espèce de possibilité de diffusion. Ensuite, pour ce qui est de l'holacratie et des difficultés d'y accéder ou d'y prendre parti, c'est sûr que là, c'est un enjeu central et l'un des aspects que moi que je vais étudier en fait, principalement, c'est donc là, ils ont une visée d'horizontalité, une recherche donc de mise à plat, mais comment finalement, à travers cette recherche de mise à plat, d'autres formes de hiérarchie ou de verticalité ou de domination sont à prendre en compte. Et donc là, moi, j'ai envie de calquer le modèle célèbre de Max Weber sur les formes de domination, le pouvoir légal rationnel, le pouvoir traditionnel, charismatique, ou alors celui qui va être que la collectivité va accepter la domination d'un choix. Voilà. Mais voilà, pour répondre sur ces dimensions de la difficulté, c'est sûr que l'holacratie exige d'avoir une personnalité assez forte, et ceux qui ne l'ont pas, soit ils apprennent, ils développent du capital militant, pour dire, pour s'affirmer, soit ça se passe difficilement parce qu'il y a aussi beaucoup de conflits dans ces organisations. Voilà pour répondre un peu à la question. Merci. D'accord. Peut-être une dernière question qui a été posée. Grégoire, tu veux parler? Non? Moi, juste, je peux rajouter simplement, juste voilà, pour dire que quand les questions qui passaient dans le chat demandaient à la fois la question du seuil de l'action en disant il y a des actions à 1 euro, on est d'accord. On a étudié une coopérative où il y a des actions à 1 euro, mais il se trouve que ce n'est pas noté, mais les gens vont mettre nécessairement 50 € de base. Ce qu'on veut dire, c'est qu'au fond, c'est pas la question du seuil et de l'argent, du prix, parce que justement, on ne mobilise peut-être pas les citoyens sur la question de l'actionnariat, mais ça renvoie à ce que vous dites sur l'holocratie, sur les dispositifs qu'on met pour générer cette participation. C'est-à-dire que l'action soit à 1 euro ou 20 €, effectivement, tout ça, ce sont des choses qui sont très relatives. On peut être. Et Benjamin, qui a travaillé sur les ateliers de réparation, on voit bien que les ateliers de réparation, qui serait le moins coûteux pour remettre en état des objets, ça n'attire pas les gens qui ont les plus bas revenus, ça attire les gens qui ont plutôt des hauts revenus, ou en tout cas qui ont un haut niveau de diplôme, ce qui montre que c'est pas une question, il y a la question un peu des dispositifs démocratiques qui se posent. D'accord. Une autre série de questions, c'est sur les approches territoriales. Vous voyez ce qui est affiché à propos de grassroots theory. And in fact, the different case studies show the effect of the territory on the territorial identity, territoriality, on the way to consider energy communities. The example of Pays Basque and Île d'Oléron show that, and also the presentation of Anna Kim show the effect of the constitution of decision inside a condominium, so in urban context. And so also someone present an article of Anne-Laure Vernet and Karine Sebi, which also are reasonable scientists. This paper concern ecosystem and the link between ecosystem and energy communities process. So what could be, according to different speaker, what could be the territorial theories or spatial theories that can be used to understand these relations between place and community energy dynamic? Étant donné, alors c'est vrai que moi, c'est pas forcément une question du lien entre la communauté et le territoire que j'étudie, mais c'est plus il y a une dimension dans mon travail de recherche qui est les liens entre l'usager et ces dispositifs électriques qu'il a chez lui. Donc c'est une autre dimension là, personne répondait
Et donc moi je regarde à partir de cette clé d'entrée qui est l'adhésion à un fournisseur coopératif, comment finalement les personnes vont changer leur regard sur leur consommation électrique. Et même ça s'inscrit dans une démarche plus large, je peux en parler, c'est que je vais essayer de publier un article sur ce que j'appelle le savoir d'achat et la construction du savoir d'achat, autour de l'idée que finalement, chez les sociologues, l'électricité, c'est, Dominique Desjeux explique que c'est l'évidence invisible. C'est quelque chose qui va de soi. Et à travers les trajectoires biographiques des enquêtés, je me suis aperçu que certains, via des trajectoires militantes, ils ont donné une matérialité très forte à l'objet électrique et se sont posés beaucoup de questions autour de d'où vient ce que je consomme, comment c'est produit et qui paye pour mon mode de vie, on va dire. Je retraduis un extrait d'entretien. Et donc là, effectivement, je pense que là, la question du territoire, elle s'intègre dans une question avec le mode de vie. Moi, j'ai perçu que chez mes enquêtés, on a quand même un mode de vie qui est très très fort, qui est très très implanté à partir du moment où on s'inscrit dans une trajectoire militante. Voilà pour une réponse pas du tout ancrée sur la question, désolé, mais il y a personne qui prend la parole. Après, il y a une autre dimension, sinon j'ai pensé, moi je vais peut-être convoquer un psychologue qui s'appelle Donald Winnicott qui parle de l'objet transitionnel et le fait de faire un lien entre, en fait, bon, ce serait compliqué de rentrer maintenant dans cette théorie, mais c'est vrai qu'il y a l'importance d'un espace potentiel où se mettent en place les dispositifs qui nous entourent, et j'ai cette clé d'entrée pour mieux comprendre les rapports entre les objets électriques et les usagers. Voilà. Merci. Merci. Grégoire, est-ce que des speakers veulent répondre à la question? Et il faut prendre la parole dès maintenant. Sinon, Grégoire, peut-être un mot de conclusion juste avant que je présente la suite des séminaires. Bon, merci. J'étais un peu déconnecté, donc je n'ai pas pu suivre malheureusement toutes les réponses. Voilà, ça c'est les problèmes encore de ces agencements numériques. Mais je pense qu'il y a de la place pour continuer de la recherche, pour élargir les structures de comparaison entre les communautés d'énergie, entre les pays. On a vu déjà en France, il y a des choses sans doute à faire, au sein des pays, et puis entre les pays, parce qu'on va évidemment avoir dans les prochaines années beaucoup de communautés d'énergie qui vont se déployer dans des configurations et des situations extrêmement variables. Ça va dépendre de comment les États membres de l'Union européenne vont transposer les deux directives qui autorisent les citoyens à s'auto-organiser. Et donc là, je pense qu'on va avoir de magnifiques terrains en tant que chercheurs en sciences sociales intéressés par l'énergie. Bon, il semble que tout le monde ait des problèmes de connexion. En tous les cas, un tout grand merci aux participants. Thanks very much to everybody for having participating to this very nice, interesting session. And I will let the floor or the screen to Gilles. Okay, thank you, Grégoire. Thank you very much for your discussion. Il est temps de conclure. I'd just like to inform you about the session of this afternoon that begin at 2 p.m. and which skills and tools to support energy communities. So, quelles compétences et quels outils pour accompagner les communautés énergétiques. Les sessions suivantes se dérouleront le 23 juin sur le digital. Et puis les deux d'après, the 30th of June and the 7th of July, will be especially focused on spatial dimension, spatial aspect of energy communities. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ces notions-là, rendez-vous dans les différentes sessions que je viens de préparer. Merci à Nelly et à Lou qui étaient en appui technique.
Merci aux conférenciers, merci à Grégoire, et see you soon on this avec le même lien internet qu'aujourd'hui pour cet après-midi. Thank you, bye bye, au revoir.